25 ans de prison ferme. Une prison sans barreaux, sans murs, une prison de l'esprit. J'ai toujours cru que patience et volonté pouvaient faire des miracles. Pourtant, mes croyances ont défini mes remparts contre lesquels ma patience et ma volonté se sont effondrées. Est-on condamné à perpétuité? Dites-moi, comment est-ce qu'on s'enfuit d'une prison de l'esprit? Existe-t-il des cerveaux logiques et d'autres qui ne le sont pas? L'intelligence est-elle innée? Pendant 25 ans, j'ai été persuadé que la réponse à ces deux questions était oui. 25 années où j'ai sûrement contraint mes capacités dans une sorte de prison mentale. Mais pour répondre à ces questions, je vous propose d'écouter tout d'abord deux histoires qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est celle d'un lycéen de Caroline du Nord. En classe de seconde, il n'est pas recruté dans l'équipe de basket du lycée car il est trop médiocre. Mais après avoir passé une année entière à s'entraîner tous les jours, il sera finalement sélectionné. 5 ans plus tard, il était drafté par les Chicago Bulls en 3e position. Ce lycéen, vous l'avez peut-être deviné, c'est Michael Jordan. 6 fois champion NBA, 14 fois MVP et considéré comme le meilleur joueur de basket de tous les temps. La deuxième histoire, c'est celle d'un étudiant chinois. Considéré comme un élève moyen, il échoue 3 années de suite à l'examen d'entrée de l'université de Hangzhou. Grâce à un travail acharné, il réussit finalement à la 4e tentative. Pendant ses études, il décide, comme 24 autres personnes, de postuler au KFC qui vient d'ouvrir dans sa ville. Parmi les 24 candidats, 23 seront recrutés, mais pas lui. Cet étudiant, c'est Jack Ma, cofondateur de Alibaba. Sa fortune s'élève aujourd'hui à plus de 63 milliards de dollars. Et il fait partie des hommes les plus influents au monde. Quel est le point commun entre ces deux hommes vivant sur deux continents géographiquement et culturellement opposés? Leur état d'esprit. L'état d'esprit est un facteur essentiel de nos comportements. Carol Dweck, professeure de psychologie à l'université de Stanford, a ainsi défini deux types d'état d'esprit, le growth mindset et le fixed mindset. Les gens avec un growth mindset pensent que les qualités sont avant tout développées en travaillant et que tout le monde peut s'améliorer à force de travail et d'application. A l'inverse, les gens avec un fixed mindset pensent que les qualités, les aptitudes et la personnalité sont déterminées génétiquement à la naissance et que l'on ne peut rien y faire. Pendant longtemps, je pensais comme ça. Pour moi, il y avait des gens qui avaient un cerveau mathématique, un cerveau musicien, un cerveau littéraire et d'autres pas de cerveau. Pour moi, les meilleurs dans chaque domaine étaient ceux qui avaient hérité d'un talent. Mais revenons à Carol Dweck. Elle a fait passer un test à un groupe d'enfants en leur donnant deux choix. Le premier choix consistait à refaire un puzzle facile qu'ils avaient déjà fait. Le second choix consistait à essayer de faire un nouveau puzzle plus difficile qu'ils n'avaient jamais fait. Ceux qui avaient un fixed mindset ont choisi de refaire le puzzle le plus simple. A l'inverse, ceux qui avaient un growth mindset ont préféré s'attaquer au second puzzle plus difficile. Il ressort de cette expérience que les enfants avec un fixed mindset veulent s'assurer de réussir, tandis que ceux avec un growth mindset veulent se dépasser. Le choix de refaire le puzzle facile s'explique par les prédispositions génétiques qui nous orientent vers des situations dans lesquelles nous nous sentons à l'aise. Pourquoi? Car le cerveau humain est paresseux par défaut. Il préfère les actions qu'il maîtrise et qui lui demandent moins d'efforts. Le cerveau nous pousse à choisir des options les plus accessibles. Les enfants qui ont choisi le puzzle le plus facile se sont ainsi retrouvés dans leur zone de confort. Ils se sont sentis plus à l'aise, pensant prouver leur intelligence par leur réussite. Car nous apprenons très tôt à distinguer 3 catégories de personnes. Les gens intelligents, les gens moyens et les gens limités. Et clairement, nos parents préfèrent que nous fassions partie du premier groupe. À l'école, les examens partagent les élèves en 2 groupes, ceux qui réussissent et ceux qui n'y arrivent pas. Évidemment, la société, après, valorise l'intelligence comme le facteur principal de réussite. Combien de fois a-t-on entendu la phrase « il vient de réussir médecine » ou « prépa, il est super intelligent ». Et combien de fois on a attaché le concept d'intelligence scolaire au succès de quelqu'un? Carol Dweck a suivi le groupe des enfants testés pendant plus de 30 ans. Elle en a conclu que ceux qui avaient un growth mindset avaient largement plus de succès que ceux qui avaient un fixed mindset. Une autre étude corrobore d'ailleurs les résultats de Carol Dweck, celle de Walter Mischel de l'université de Stanford. Elle s'appuie sur le test dit du marshmallow ou gratification différée. Alors c'est quoi le test du marshmallow? Sur un groupe de 500 enfants, un marshmallow est présenté à chacun. L'enfant a le choix. Soit il décide de manger le marshmallow tout de suite, soit il attend 15 minutes et reçoit un deuxième marshmallow. 2 tiers des enfants ont choisi de manger la guimauve, n'ayant donc droit qu'à un seul marshmallow. Le dernier tiers a choisi d'attendre et a reçu un deuxième marshmallow.
L'équipe de Walter Mischel a suivi ses enfants pendant 30 ans. Un truc super intéressant, c'est que le groupe de ceux qui avaient décidé d'attendre le second marshmallow ont globalement eu de meilleurs résultats scolaires, des revenus supérieurs et une meilleure santé. En 2005, l'article d'un chercheur de l'université de Pennsylvanie soutenait que le test du marshmallow était un meilleur prédicteur de succès que le test de QI. Ainsi, Carol Dweck et Walter Mischel ont montré deux choses. La réussite et le succès concernent beaucoup plus souvent ceux qui investissent dans l'avenir. L'intelligence, comme on l'a définie de façon purement scolaire, n'est absolument pas un indicateur de réussite. La question que ces chercheurs se sont ensuite posée était la suivante. Peut-on changer son état d'esprit? Si je fais cette vidéo, c'est que la réponse est oui. Quand une personne passe d'un fixed à un growth mindset, elle libère sa motivation. Pourquoi? Car apprendre conduit le cerveau à libérer de la dopamine. Cette molécule transmet des informations entre les neurones. Ce qui est génial avec la dopamine, c'est qu'en plus d'être l'hormone dite du bonheur, elle développe la productivité, renforce la capacité de mémorisation et provoque une motivation accrue. Autre atout majeur, la dopamine améliore la plasticité du cerveau. Pour faire simple, le cerveau est malléable et peut changer avec le temps et l'expérience. Ainsi, les réseaux de neurones développent de nouvelles connexions, renforcent les connexions existantes et construisent des circuits qui accélèrent la transmission des impulsions. Ces découvertes neuroscientifiques démontrent que nous pouvons augmenter notre croissance neuronale grâce aux actions que nous entreprenons. Comme, par exemple, apprendre, questionner, s'entraîner. Pour faire simple, dès que nous prenons conscience du fait que notre cerveau est capable d'évoluer, nous nous comportons différemment. Car le cerveau est une machine nourrie par le changement. Des chercheurs ont expliqué à des élèves de 5e comment le cerveau fonctionnait. Ils leur ont soutenu que l'intelligence était malléable et que le cerveau avait la capacité à se développer avec l'effort. Et rapidement, ces élèves ont présenté une nette amélioration de leurs notes en mathématiques. À chaque fois que nous apprenons ou que nous réussissons à accomplir une tâche censément difficile, notre cerveau libère de la dopamine et nos neurones forment de nouvelles connexions. Mais dire à un enfant qu'il est intelligent l'encourage à conserver un fixed mindset. Placé sur un piédestal, il cherche à maintenir cet acquis et évite de le remettre en cause. De la même manière, un enfant catégorisé moyen ou limité ajuste son comportement à la valeur qui lui a été attribuée sans tenter de la dépasser durant son parcours scolaire. Au contraire, l'encouragement à l'effort, à aimer apprendre, aide les enfants à adopter un growth mindset. On pourrait penser aux phrases encourageantes comme « Tu n'as pas encore réussi, mais continue à chercher, la réussite n'est pas loin ». Lorsque les enseignants encouragent en utilisant des termes comme « pas encore » ou « bientôt », les élèves se sentent plus motivés et soutenus. À présent, ils perçoivent l'effort comme le chemin à suivre. L'effort qui permet de s'attaquer aux difficultés se concrétise souvent par une réussite et donc par de nouvelles connexions neuronales. À partir du moment où l'on croit qu'un talent peut être acquis et que n'importe quelle connaissance peut être développée par le travail et la persistance, l'état d'esprit est au développement. Donc, growth mindset. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'on sait aujourd'hui comment passer d'un fixed mindset à un growth mindset. Pour paraphraser un petit peu Albert Einstein, il disait « Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je passe plus longtemps que les autres à essayer de résoudre des problèmes. » Pendant longtemps, j'avais besoin que mon intelligence soit validée par les autres. C'est en grande partie pour cette raison que je n'osais pas poser des questions. Pour une personne à l'état d'esprit fixe, se poser une question, c'est montrer une faiblesse par rapport à son intelligence. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je fais face à de nouveaux challenges quasiment chaque semaine. Que ce soit au niveau du management, du recrutement de nouveaux profils ou même de la gestion de notre hypercroissance. Depuis que j'ai adopté un growth mindset, ça me permet de voir chaque challenge comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Pour m'améliorer, apprendre et faire découvrir de nouveaux sujets. J'ai cependant fait face à un problème récurrent. Comment conserver mon growth mindset? Je me souviendrai toujours de ce moment, un peu après avoir découvert la différence entre les deux états d'esprit et m'être rendu compte de mon fixed mindset. À ce moment-là, j'étais à HEC Paris en master. Sachant que la majorité des étudiants sortaient des classes préparatoires les plus élitistes de l'Hexagone, je me sentais un petit peu illégitime avec mon parcours par la fac et l'école d'ingé public. Je me mettais dans la case
moins intelligent que les gens autour de moi. J'ai assisté à une conférence de Jacques Attali. Au cours de l'exposé, une question a surgi dans mon esprit. Ma première réaction a été de me dire que c'était une question stupide et que je chercherais la réponse un peu plus tard. Je me suis alors rappelé du growth mindset, du fait qu'il ne faut pas accorder d'importance au jugement des autres, qu'il faut se concentrer sur le processus d'apprentissage avant tout. Après 20 à 30 secondes de débat intérieur, je lève la main et pose ma question. Tout le monde me regarde. La question reste en suspens pendant un long silence. Devant moi, j'entends 2 personnes dire « Putain, encore un qui n'écoute rien ». Puis, Jacques Attali me répond gentiment en reformulant ce qu'il venait de dire. Pendant mon débat intérieur sur la pertinence de ma question, il y avait déjà plus ou moins répondu. C'est dans ces moments de solitude qu'il est facile de retomber dans un fixed mindset. La leçon dans tout ça, c'est que peu importe ce qu'on a pu penser de moi ce jour-là, j'ai réussi à obtenir une information que je n'avais pas et qui était essentielle à mon apprentissage. Bon, j'avoue, j'ai eu super honte sur le moment. En plus, quand j'ai honte, je deviens tout rouge. Mais bon, voilà, je suis toujours en vie. Voici 3 points qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider dans l'adoption de ce growth mindset. Le premier, c'est comprendre mes peurs, les accepter et continuer. Lorsque je suis face à une situation inconfortable, je me convainc que c'est dans ces situations que je grandis, que j'apprends. J'y trouve alors ma motivation à agir. Le deuxième point, c'est d'utiliser la formule « pas encore ». Par exemple, « tu ne sais pas cuisiner » se transforme en « tu ne sais pas encore cuisiner ». Le troisième point, c'est de penser au fonctionnement de mon cerveau. En visualisant que chaque apprentissage aide mon cerveau à évoluer, je garde cette impression positive de croissance. Comme disait Jordan, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.